Que se passe-t-il lorsque l'horreur ne reste pas seulement à l'écran, mais s'infiltre dans la vie réelle? Les années 1970 ont été un âge d'or pour les films terrifiants, et pour certains acteurs, les frayeurs n'étaient pas que de la fiction. Les rôles les ont marqués, les réalisateurs ont joué à des jeux psychologiques, et le côté sombre d'Hollywood s'est immiscé dans la réalité quotidienne. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour réellement perdre la tête en tournant un film d'horreur? Restez avec nous, car certains cauchemars ne disent jamais « couper ». Margot Kidder, Black Christmas, 1974. Margot Kidder n'a jamais été une reine du cri ordinaire. Bien avant de devenir Lois Lane dans Superman, Kidder a illuminé le film culte Black Christmas avec une énergie sauvage impossible à ignorer. Mais le véritable drame a commencé une fois les caméras arrêtées. Sous cet extérieur audacieux, Kidder menait des batailles que personne d'autre ne pouvait voir. La pression de la célébrité instantanée, mêlée à un Hollywood qui aimait dévorer les jeunes talents, l'a poussée au bord du gouffre. À la fin des années 1970, des rumeurs ont commencé à circuler. Kidder disparaissait pendant des jours, manquait des interviews, ou arrivait sur le plateau avec un regard dans les yeux qui effrayait même ses amis les plus proches. Puis vint l'incident célèbre de 1996, des années après son apogée dans l'horreur. Kidder a disparu et réapparu dans le jardin d'un inconnu et était si paranoïaque que la police pensait qu'elle fuyait un danger invisible. Il s'avère que ce n'était pas un rôle. Elle luttait contre un trouble bipolaire non diagnostiqué depuis des années, avec des épisodes qui la laissaient confuse, effrayée et désespérée. Mais Margot Kidder n'a jamais laissé Hollywood écrire sa fin. Elle s'est battue, est devenue une défenseur de la santé mentale et a affronté ses démons de front. Pourtant, pour une génération de fans d'horreur, la question persiste. Était-ce la vraie peur à l'écran ou en coulisses? Linda Blair, L'Exorciste, 1973. Linda Blair n'avait que 14 ans lorsqu'elle est devenue le visage de la terreur pure dans L'Exorciste. Jouer Regan, la fille possédée par un démon, n'était pas juste un rôle, c'était une épreuve. Les cinéastes n'ont pas ménagé leurs efforts. Des pièces froides, un maquillage éprouvant et des reprises incessantes ont laissé Blair meurtrie, épuisée et émotionnellement vidée. Les spectateurs ont crié, les critiques ont acclamé, et le film est devenu une sensation mondiale. Mais pour Blair, les cauchemars ne se sont pas arrêtés lorsque le générique a défilé. Les médias se sont précipités, impatients de faire d'elle une star ou un bouc émissaire. On l'a dite maudite, interrogée sur le fait qu'elle soit réellement possédée, et harcelée par les fans et les journalistes partout où elle allait. À l'école, ses camarades la traitaient comme si elle pouvait commencer à tourner sa tête à tout moment. Le stress était si intense que Blair a développé de l'anxiété et des cauchemars, hantée par le traumatisme de sa performance et l'obsession du public pour sa santé mentale réelle. Des années plus tard, Blair parlerait ouvertement de la façon dont jouer Regan l'a marquée à vie. Elle a eu du mal à trouver des rôles qui ne la cantonnaient pas à une victime de films d'horreur, et le poids de cette célébrité précoce l'a laissée sur les nerfs pendant des décennies. Si vous vous êtes déjà demandé si les films d'horreur peuvent déformer la réalité, l'histoire de Linda Blair en est la preuve. Certains exorcismes ne finissent jamais. Shelley Duvall, The Shining, 1980. La performance de Shelley Duvall dans The Shining est emblématique. Sa terreur semble si réelle que vous jureriez qu'elle ne jouait pas. C'est parce que, à bien des égards, elle ne jouait pas. Le réalisateur Stanley Kubrick était célèbre pour son perfectionnisme, mais sur The Shining, il a poussé les choses à un extrême punitif. Il a isolé Duvall du reste de l'équipe, a exigé des reprises sans fin, parfois plus d'une centaine en une seule journée, et l'a maintenu dans un état constant de peur et d'épuisement. Le coup a été brutal, les cheveux de Duvall ont commencé à tomber, elle dormait à peine. Les co-stars l'ont vu se désintégrer sous la pression de Kubrick, ses véritables émotions se manifestant dans chaque scène. Le traumatisme ne s'est pas arrêté lorsque les caméras ont cessé de tourner non plus. Duvall est devenue recluse. Sa brillante étoile hollywoodienne s'estompa, alors qu'elle luttait contre l'anxiété, la paranoïa et un sentiment de détachement de la réalité. Des années plus tard, lorsqu'elle apparut dans des interviews publiques, les spectateurs furent choqués par l'ampleur de son changement. Shelley Duvall est devenue un symbole du prix élevé que certains acteurs paient pour leur art, un exemple vivant de ce qui se passe lorsque l'horreur à l'écran devient horreur hors écran. Dans ses propres mots, The Shining était presque insupportable. Peut-être que le véritable Overlook Hotel n'était pas hanté par des fantômes, mais par la folie qu'il a laissée derrière. Donald Pleasence, Halloween, 1978.
Donald Pleasence a donné vie au Dr Loomis dans Halloween de John Carpenter, poursuivant l'inarrêtable Michael Myers avec un mélange d'obsession et de terreur qui, c'est toujours emblématique. Mais en coulisses, Pleasence est devenu presque aussi hanté que le personnage qu'il jouait. Loomis était un homme à bout, privé de sommeil, anxieux et portant le poids du mal sur ses épaules. Pleasence, déjà un vétéran des rôles psychologiques, a investi chaque once de son propre malaise dans la performance. Des amis disaient qu'il disparaissait souvent entre les scènes, s'asseyant seul dans le noir, marmonnant des répliques et se perdant dans ses pensées. Filmé tard dans la nuit entouré d'acteurs masqués et de décors effrayants, commençait à peser sur ses nerfs. Les membres de l'équipe ont remarqué que Pleasence commençait à brouiller les frontières entre la fiction et la réalité, devenant nerveux et méfiant, même lorsque les caméras ne tournaient pas. Il est devenu connu pour ses monologues intenses, parfois décousus, sur la nature du mal sur le plateau et en dehors. Après Halloween, Pleasence s'est retrouvé cantonné au rôle de l'autorité troublée, avec des fans et des cinéastes attendant la même intensité à chaque fois. Le regard hanté et la voix fatiguée de Donald Pleasence n'étaient pas qu'une simple interprétation. Dans le monde de l'horreur, parfois, il n'est pas nécessaire de porter un masque pour se perdre. Parfois, la véritable terreur est de savoir exactement à quoi ressemble le mal et de le voir vous regarder en face. Brad Dourif, Les yeux de Laura Mars, 1978, Vol au-dessus d'un nid de coucou, 1975. Brad Dourif s'est forgé une carrière en jouant des âmes troublées, et la ligne entre ses rôles et la vie réelle s'est parfois estompée de manière troublante. Il a d'abord attiré l'attention en incarnant le sensible et bégayant Billy Bibbit dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, un rôle si émotionnellement épuisant que Dourif a ensuite admis avoir eu du mal à le laisser derrière lui. Au moment où il a joué Tommy Ludlow dans Les yeux de Laura Mars, sa réputation d'intensité s'était répandue à travers Hollywood. Dourif ne se contentait pas de jouer, il habitait ses personnages, souvent jusqu'à l'obsession. Amis et réalisateurs remarquaient comment il tombait dans des humeurs isolées et renfermé pendant les tournages, parlant à peine à quiconque hors caméra. Pour Dourif, entrer dans l'esprit d'un personnage perturbé signifiait y vivre pendant des semaines ou des mois. Après l'arrêt des caméras, il se retrouvait parfois à se sentir désorienté et mentalement épuisé, ayant besoin de semaines pour se débarrasser de l'obscurité. Ce n'étaient pas seulement les réalisateurs qui l'avaient remarqué. Les fans ont perçu le regard hanté dans ses yeux, la sensation que Dourif portait quelque chose de lourd d'un rôle à l'autre. Bien qu'il n'ait jamais eu de crise publique, les initiés murmuraient qu'il était toujours sur le fil du rasoir, poussant le jeu d'acteur méthodique à des endroits où la plupart des gens n'oseraient pas. Pour Brad Dourif, l'horreur était plus qu'un simple genre. C'était un état d'esprit, et parfois cela devenait un peu trop réel. Jack Nicholson, The Shining, 1980. Jack Nicholson n'a pas seulement joué la folie, il l'a pratiquement redéfinie. Lorsqu'il a pris le rôle de Jack Torrance dans The Shining, il s'est plongé tête la première dans l'esprit d'un homme qui se désintègre. Nicholson s'est isolé du reste de la distribution, gardait des horaires étranges, et portait même les dialogues de son personnage, marmonnant des répliques au milieu de la nuit. Stanley Kubrick l'encourageait à rester dans cet état d'esprit sombre, et Nicholson ne se retenait pas. Les acteurs et l'équipe se souvenaient des yeux fous de Nicholson et de son énergie imprévisible. Il y avait des jours où les gens sur le plateau se demandaient vraiment où l'acteur Jack finissait et où le fou Jack commençait. Même après la fin du tournage, Nicholson a admis qu'il lui a fallu des semaines pour se défaire de l'emprise psychologique du rôle. Des amis ont dit qu'il était plus irritable, plus intense, et parfois carrément effrayant. Mais voici le hic. Nicholson n'a jamais fui cette folie. Il s'y est plongé, canalisant tout ce chaos et cette volatilité dans une performance qui donne encore des frissons aux spectateurs. The Shining n'était pas juste un film, c'était une fenêtre sur ce qui se passe quand un acteur laisse entrer l'obscurité, juste pour voir jusqu'où elle peut aller. Certains disent que Nicholson n'a jamais vraiment quitté l'hôtel Overlook, et honnêtement, après l'avoir vu brandir cette hache, peut-on leur en vouloir? Susan Tyrrell, Butcher Baker Nightmare Maker, 1977. Susan Tyrrell était une force de la nature, à la fois à l'écran et en dehors. Quand elle a joué Cheryl dans Butcher Baker Nightmare Maker, elle a apporté une énergie débridée et fiévreuse qu'il était impossible d'ignorer. Mais les luttes de Tyrrell avec sa propre santé mentale rendaient ses performances d'autant plus intenses et d'autant plus tragiques.
Tyrell était connu pour son excentricité, ses sautes d'humeur sauvage et son imprévisibilité. Ses amis la décrivaient comme brillamment bizarre, disparaissant parfois pendant des jours, d'autres fois en arrivant sur le plateau avec des histoires incroyables ou un comportement dramatique et erratique. Elle a lutté contre la dépression pendant des années et sa vie personnelle était marquée par des périodes d'isolement et un sentiment de décalage dans le monde stéréotypé d'Hollywood. Malgré le chaos, Tyrell a tout donné dans ses rôles, rendant chaque personnage plus grand que nature. Sa performance dans Butcher Baker, Nightmare Maker est encore célébrée pour sa puissance brute et troublante, reflet d'une femme qui dansait avec ses propres démons et défiait le monde de regarder. Tyrell n'a jamais correspondu au moule hollywoodien, mais elle a laissé un héritage de travail audacieux et inoubliable qui a prouvé que parfois les personnes les plus intéressantes sont aussi celles qui marchent sur le fil du rasoir. Robert Blake, de sang-froid, 1967. Tell them Willie Boy is here, 1969. Robert Blake est la preuve que parfois les histoires les plus effrayantes n'ont pas besoin de scénario. Blake a commencé comme un enfant acteur prometteur, mais sa carrière adulte a pris une tournure plus sombre à la fin des années 60 et 70. Des rôles dans des films intenses et troublants comme De sang-froid et Willie Boy ont fait de lui un acteur acclamé par la critique, mais le véritable drame se déroulait hors caméra. La vie personnelle de Blake était un désordre. Il luttait contre l'addiction, la paranoïa et une colère explosive qui le rendait souvent impossible à côtoyer professionnellement. Les membres de l'équipe murmuraient à propos de ses accès de colère, de ses longues tirades enragées et de son comportement de plus en plus bizarre. Par moments, Blake semblait convaincu que le monde était contre lui. Les lignes entre la fiction et la réalité sont devenues floues et sa descente dans l'isolement a été aussi tragique que n'importe quel film. Des années plus tard, son histoire a pris un tournant notoire lorsqu'il a été accusé puis finalement acquitté du meurtre de sa femme. Une affaire qui a dominé les gros titres et laissé le public se demander s'il avait joué des rôles sombres si longtemps qu'il ne pouvait plus retrouver son chemin. Que la folie ait commencé avec les films ou ait toujours été là, le parcours de Blake est un rappel troublant que parfois l'horreur d'Hollywood vous suit chez vous. Janet Leigh, Night of the Lepus, 1972, Psycho, 1960. Janet Leigh sera toujours rappelée pour cette scène de douche dans Psycho, mais ses luttes contre l'anxiété ont duré bien après que Hitchcock ait crié « Coupé ». Au moment où elle a joué dans le bizarre Night of the Lepus, sa peur de tourner était bien connue. Leigh a avoué qu'elle ne pouvait plus jamais prendre une douche sans verrouiller la porte de la salle de bain et vérifier derrière le rideau à chaque fois. Ses amis et sa famille ont remarqué que son malaise grandissait à mesure qu'elle acceptait plus de rôles d'horreur. Leigh souffrait de cauchemars chroniques et parlait souvent d'un sentiment d'angoisse qui l'a suivi pendant des années. Même des choses simples comme des appels téléphoniques tard dans la nuit ou le bruit de l'eau qui coule pouvaient la mettre sur les nerfs. Elle a admis que la frontière entre sa terreur à l'écran et son anxiété dans la vie réelle semblait parfois très mince, mais Janet Leigh a refusé de laisser la peur gagner. Elle a continué à jouer, à affronter ses phobies et en a même ri lors d'interviews. Sa volonté de parler de ses luttes pour la santé mentale a fait d'elle une pionnière discrète à une époque où Hollywood préférait garder ses choses secrètes. L'histoire de Leigh est un rappel glaçant. Parfois, l'horreur reste avec vous longtemps après que le réalisateur dit « C'est dans la boîte ». Anthony Perkins, The Black Hole, 1979, Psycho 2, 1983. Anthony Perkins a été hanté à jamais par Norman Bates. Après Psychose, Perkins est devenu le visage de la folie cinématographique et les années 1970 ne lui ont offert aucune échappatoire. Même dans des films de science-fiction comme The Black Hole, les réalisateurs et les fans ne voyaient que l'homme nerveux et agité derrière le célèbre comptoir du motel. La pression de vivre à la hauteur de sa réputation et la lutte pour s'en échapper ont sérieusement affecté l'esprit de Perkins. Les initiés disent que Perkins luttait contre une profonde insécurité et une anxiété aggravée par la machine de stéréotypage d'Hollywood. Il était douloureusement conscient que le public s'attendait à ce qu'il soit tout aussi déséquilibré que Norman. Les réalisateurs le choisissaient pour des rôles de plus en plus instables, et la ligne entre le personnage et l'acteur devenait de plus en plus mince. Perkins est devenu reclus, évitant parfois complètement les feux de la rampe, et a pris l'habitude de remettre en question chaque choix, chaque réplique, chaque geste. Ses propres amis le décrivaient comme piégé, non seulement par l'industrie, mais aussi par son propre héritage. L'homme qui incarnait la folie à la perfection se retrouvait enfermé dans un rôle dont il ne pouvait se défaire.
même hors écran. Malgré sa lutte, Perkins apportait profondeur et vulnérabilité à chaque performance, prouvant qu'il y a souvent plus de douleur derrière le masque que quiconque ne le réalise. Et regardez dans n'importe quel film d'horreur. Film d'horreur de l'époque, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander Norman Bates était-il juste un personnage ou quelque chose de plus comme une malédiction? Tippi Hedren, Roar, 1981. The Birds, 1963. La rencontre de Tippi Hedren avec la folie ne s'est pas arrêtée sur le plateau de The Birds de Hitchcock. À la fin des années 70, elle était plongée dans le tournage de Roar, un projet passionnel qui est rapidement devenu l'une des productions les plus dangereuses jamais réalisées. Entourée de plus d'une centaine de lions sauvages, de tigres et d'autres grands félins, Hedren et sa famille ont enduré des blessures, le chaos et une peur constante. Imaginez essayer de jouer pendant qu'un lion adulte vous tape sur l'épaule, ou pire, vous poursuit hors du plateau. Pendant des années, les acteurs et l'équipe ont vécu dans un état d'anxiété totale, où un seul faux pas pouvait signifier un voyage à l'hôpital. La frontière entre courage et imprudence est vite devenue floue. Hedren a souffert de fractures, de morsures graves et d'un stress psychologique constant. Elle a admis plus tard que Roar l'avait poussée près du bord. Elle se réveillait la nuit en s'attendant à voir des animaux sauvages dans sa chambre. Même après la fin du tournage, elle était hantée par des flashbacks et une nervosité tremblante qui ne la lâchait pas. Pourtant, elle n'a jamais renoncé aux animaux, ni à son rêve sauvage, transformant sa maison en un sanctuaire pour chats sauvés. L'histoire de Tippi Hedren prouve que parfois, la plus grande horreur vient d'un scénario que l'on écrit soi-même. Hollywood l'a traitée de folle, mais elle était simplement assez audacieuse pour défier la bête et la laisser la suivre chez elle. David S., La dernière maison sur la gauche, 1972. David S. n'a pas seulement joué des méchants, il les a incarnés. Son rôle de Krug dans La dernière maison sur la gauche est encore considéré comme l'une des performances les plus effrayantes de l'horreur. Mais le coût psychologique de donner vie à un tel mal était élevé. S est devenu tellement identifié à la brutalité et à la menace qu'il a eu du mal à trouver des rôles qui n'impliquaient pas de tourment ou de violence. Les spectateurs, et parfois même ses co-stars, admettaient avoir peur de lui en dehors de l'écran. S était connu pour son intensité, restant dans son personnage bien après que le réalisateur ait crié « Coupé ». Certains collègues murmuraient qu'il ne pouvait pas complètement l'éteindre, son humeur et sa personnalité changeant radicalement alors qu'il essayait de se débarrasser de l'obscurité. Le coût émotionnel a conduit à des difficultés dans les relations et à des périodes d'isolement. S plaisantait plus tard en disant qu'il ne pouvait pas sortir faire des courses sans que quelqu'un le reconnaisse et traverse la rue. Malgré sa réputation, S parlait avec éloquence des dangers de s'immerger trop profondément dans des rôles sombres. Il est devenu un habitué des conventions d'horreur, expliquant souvent que la partie la plus effrayante de son travail n'était pas à l'écran, mais ce qui restait après. L'héritage de S est un avertissement pour quiconque pense que l'horreur n'est que de la fiction. Parfois, le véritable cauchemar est ce que vous ramenez chez vous. William Marshall, Blackula, Scream Blackula, Scream de 1972-1973. William Marshall a transformé Blackula d'un rôle d'exploitation sans importance en une icône de l'horreur puissante et inoubliable. En tant que prince africain condamné devenu vampire, Marshall ne portait pas seulement une cape et des crocs. Il a apporté une intensité digne de Shakespeare au rôle. Mais jouer Blackula n'était pas que du camp et de l'amusement. Marshall a insisté pour injecter au personnage une véritable tragédie et gravité, ce qui signifiait vivre dans le chagrin du monstre jour après jour. Les membres de l'équipe ont remarqué que Marshall s'isolait pendant de longues périodes, parcourant le plateau et répétant ses répliques d'une voix profondément mélancolique. Il est devenu obsédé par l'idée de rendre chaque nuance émotionnelle juste, perdant parfois le sommeil et s'isolant pour rester dans le personnage. La pression constante de donner de la profondeur à un rôle que tout le monde voyait comme une plaisanterie pesait lourdement sur lui. Hors écran, des amis ont dit qu'il avait du mal à laisser derrière lui le chagrin et la fureur de Blackula, surtout lorsque les films sont devenus des succès cultes et qu'il était reconnu partout comme le vampire tourmenté. L'héritage de Marshall est plus qu'une simple paire de crocs acérés. Il a montré que même les rôles d'horreur les plus improbables peuvent profondément toucher la psyché d'un acteur. Quand vous regardez la douleur et la rage de Blackula, vous voyez un homme qui s'est vraiment donné à l'obscurité, et parfois elle le suivait chez lui. Piper Laurie,
Carrie, 1976. Le rôle de Piper Laurie en tant que Margaret White dans Carrie est gravé dans l'histoire de l'horreur. Une mère si folle qu'elle faisait sursauter les spectateurs dans leur siège. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Laurie a failli abandonner le script, pensant que c'était une sorte de comédie noire. Une fois qu'elle a compris le rôle, elle s'est lancée tête baissée, apportant à Fr. une férocité aussi troublante que brillante. L'expérience l'a changée. Laurie a admis plus tard que jouer Margaret lui avait demandé de puiser dans ses peurs et angoisses les plus profondes, et cela l'avait laissé épuisée et à vif. Elle s'est isolée pendant le tournage, répétant ses répliques et accumulant une sorte d'énergie nerveuse qui se déversait dans chaque scène. Les membres de l'équipe ont remarqué que son humeur passait brusquement de blagues légères à des moments intenses et larmoyants, parfois en l'espace de quelques minutes. Après le tournage, Laurie a pris du recul par rapport à la comédie, disant que le coup émotionnel lui faisait remettre en question sa propre santé mentale. Elle a parlé de ses problèmes de sommeil et de la façon dont la foi sauvage et la violence du personnage l'ont marqué longtemps après l'arrêt des caméras. La performance de Piper Laurie a prouvé que parfois, les monstres les plus terrifiants ne sont pas sur la page. Ce sont ceux que les acteurs donnent vie, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il soit impossible de séparer la réalité de la fiction. Veronica Cartwright, L'invasion des profanateurs, 1978. Alien, 1979. Le cri de Veronica Cartwright est légendaire, mais le prix qu'elle a payé l'est aussi. À la fin des années 70, Cartwright s'est retrouvée cantonnée au rôle de victime ultime de l'horreur, jouant dans des films comme L'invasion des profanateurs et Alien. Sa réaction lors de la scène du chestburster dans Alien est légendaire. Ridley Scott ne lui avait pas dit exactement ce qui allait se passer, donc sa panique était brute, réelle et inoubliable. Cartwright a ensuite décrit comment le tournage de ces scènes intenses l'avait rendue nerveuse, anxieuse et hantée par des cauchemars. Elle avait du mal à dormir, rejouant le chaos dans son esprit et se réveillant convaincue que quelque chose rampait sous sa peau. Les réalisateurs et les coéquipiers remarquaient qu'après des tournages particulièrement traumatisants, elle se retirait et restait silencieuse pendant des heures, presque comme si elle essayait de retrouver son propre esprit. Elle a parlé ouvertement de la façon dont les rôles d'horreur ont affecté sa santé mentale, la rendant méfiante des espaces sombres et même des bruits quotidiens. Les fans peuvent la voir comme une reine du cri, mais en coulisses, Cartwright luttait toujours pour se débarrasser de la terreur. Son histoire est un rappel. Dans l'horreur, parfois les cris ne s'arrêtent pas quand les caméras le font. Parfois, la chose la plus effrayante n'est pas ce qui est à l'écran, c'est à quel point cela peut vous transformer pour de bon. Alors, quel est le véritable coût de donner vie au cauchemar? Dans les années 1970, ces acteurs ont prouvé que l'horreur peut sortir de l'écran et s'enfoncer profondément dans la réalité. Les rôles, la célébrité et la peur se confondent lorsque vous vivez à la limite. Quelle histoire vous a le plus marqué? Partagez vos pensées dans les commentaires, appuyez sur le bouton s'abonner et partagez cela avec vos amis fans d'horreur. Après tout, la frontière entre le jeu d'acteur et la folie est plus mince que vous ne le pensez.